Je ne sais pas vraiment ce qui me pousse, pourquoi cela s'est passé ainsi. Je suis venu à Varsovie pour, quelque part, commencer à travailler dans le mannequinat, pour finir l'école. Et finalement, tout s'est passé de façon très spontanée parce que j'ai reçu un message sur Max Models de la part de TVN m'invitant à venir à un casting. Au début, j'étais un peu sceptique à ce sujet, je ne savais pas si je devais manger ou pas. C'est seulement quand un ami est aussi arrivé et m'a dit « Écoute, il y a un casting pour Top Model, tu dois absolument y aller. » J'ai dit « Bon d'accord, le casting était dans 2 jours, non ?» Moi, complètement prêt, en forme, je me suis dit « J'y vais ». Et en fait, j'ai passé 2 jours au casting, 2 jours difficiles, parce que c'était 12 heures chacun. Des castings, mais j'ai réussi. J'avais aussi des examens à ce moment-là, je les ai passés, sauf un que j'ai raté, bon, tant pis. Et puis j'ai été pris dans l'émission et j'ai réussi ces examens, donc j'étais super content. Et je me dis, c'était totalement spontané, je ne savais pas que j'allais être pris. En arrivant au casting, j'ai vu 400 personnes sur la place. Et je me disais, regarde, il y a tellement de beaux mecs ici, avec qui tu te lances, hein. C'est ce que j'ai pensé au début. Moi, avec mes petites chaussures, quelque part des mocassins, un jean, une chemise moulante, et je me promenais, tu vois. Et je ne voyais que des types comme ça. Ils marchaient tous d'un air assuré, et je me disais, oh là là, mais bon, finalement, ça a marché, même mieux que prévu. Le fait est que je suis toujours en contact avec ces gens-là, ceux qui, au début, c'est marchiennes comme ça, tu sais, au casting, et c'était vraiment de beaux mecs, non ? Mais ils avaient là la tête sur les épaules. C'était aussi super de pouvoir discuter avec eux complètement en dehors de tout ça. Bien sûr, il y avait de la compétition parce que chacun de nous se battait pour décrocher une place, mais une compétition saine. Si t'es pris, c'est génial. Si tu n'es pas pris, c'est génial aussi. Un jour, un ami très cher à moi m'a partagé un super dicton vraiment inspirant. Il était en train de lire un livre passionnant et il m'a dit avec conviction « Écoute attentivement, l'important dans la vie, c'est de t'organiser de manière à ce que même lorsque tu dors profondément, ton argent continue de croître et de fructifier. » Et je me suis dit « C'est vraiment une idée chouette et très pertinente. » Vraiment chouette. Je vais essayer d'appliquer ça petit à petit, quelque part. Bien sûr, j'avais déjà fait différentes choses auparavant, mais là, j'ai commencé à réfléchir un peu plus sérieusement. Je ne dis pas que je suis un grand homme d'affaires ou que j'ai déjà accompli des choses extraordinaires, parce que je pense qu'on construit tout cela tout au long de sa vie. Mais tant que j'ai de l'énergie, tant que j'ai de la force, tant que j'ai de l'envie et une imagination à peu près correcte, j'assemble tout comme un puzzle. Mais autrefois, quand j'étais enfant, je faisais des puzzles et maintenant, j'assemble ma vie. Et j'essaye de tout faire avec réflexion. Je suis kinésithérapeute, j'aime ce que je fais, je sais ce que je fais et j'apprends aussi dans ce domaine. Chaque patient est un nouveau cas, chaque personne représente un nouveau défi pour moi. C'est mon travail. Le mannequinat. Dans le domaine du mannequinat, je pense que je peux en vivre toute ma vie, si je vieillis bien et que je continue à prendre soin de moi. Si je suis beau dans 40 ans, ils me prendront pour des campagnes, ils me prendront pour les défilés. Je ne vais pas me limiter d'aucune manière, c'est-à-dire que je ne ferai pas qu'une seule chose. Le mannequinat, je reste toujours ouvert, mais je n'aime pas non plus quémander du travail. J'aime faire quelque chose, et je reçois de l'argent pour ça. Et c'est pareil ici, dans le mannequinat, je ne veux pas que ça donne l'impression que je veux faire quelque chose juste parce que je dois gagner de l'argent. Non. Quelqu'un me veut, il est décidé à travailler avec moi, il sait à quoi je ressemble, il sait comment je marche, il sait comment je m'exprime, il sait vraiment ce que je fais. Que je ne suis pas seulement un mannequin imbu de lui-même qui attend juste des campagnes ou des défilés, mais que j'ai aussi d'autres passions, tu vois. Le football. J'ai arrêté de jouer au football quand je suis allé dans l'émission. Mais maintenant, j'y suis revenu. Ce n'était pas une erreur, même si tout le monde me dit que j'ai fait une erreur d'arrêter de jouer au football, mais c'était une période où je cherchais aussi une autre facette de moi-même. Est-ce que je peux me consacrer uniquement au mannequinat ou bien faire encore quelque chose de plus? Au début, c'était difficile pour moi de tout maîtriser parce que c'était mon arrivée à Varsovie, donc il a aussi fallu que je me débrouille là-bas d'une certaine manière. Et ensuite, j'ai décidé que j'avais quand même du temps pour le football. Et maintenant, j'ai combiné les deux. Quand j'ai ouvert mon îlot à Torun, j'ai aussi intégré la rééducation. Donc là où je joue au foot maintenant, je fais aussi de la rééducation pour les gars. Je leur propose des soins de récupération dont ils ont vraiment beaucoup besoin. Et en plus, je joue aussi comme gardien de but. Et le tout premier match que nous avons organisé,
On a joué avec les gars, l'entraîneur de l'équipe adverse est venu voir mon entraîneur et lui a demandé d'où venait ce gardien, qui était ce gardien. Et ce jour-là, j'étais vraiment en grande forme, comme j'aime le dire. C'était mon jour de cheval, c'est-à-dire qu'on a perdu 3-1, alors qu'on aurait dû perdre 10-1. Mais les gars ne comprenaient pas pourquoi j'arrêtais tout. Et mon entraîneur a répondu à l'autre entraîneur. Je l'ai ramassé à l'arrêt de bus en venant au match. Il m'a dit qu'il jouait au foot et... Donc j'essaie, tant que j'ai la force, et je ne dis pas que je vais m'arrêter là. J'ai couru des marathons, j'ai couru des Spartans. C'était un beau défi, mais je me suis dit que ce n'était pas pour moi, tu vois. Pas pour moi, parce que quand j'ai couru 26 km à Crigny-Casseroge, c'était déjà assez pour moi. C'était une telle explosion que quand j'ai terminé cette course, il m'a fallu 1h30 pour m'en remettre. Je veux dire, la dette d'oxygène était tellement énorme pour moi que je me suis dit, je ne vais pas me relever. J'ai été complètement vidé de mon énergie. Alors je me suis dit, c'est dommage de gaspiller ma santé si je peux aider quelqu'un d'autre. Parce que après, je dois retourner en rééducation et je n'ai absolument plus d'énergie pour rien. Alors je me suis dit que... Et ce qui est le plus intéressant, c'est que chaque chose que je fais dans le sport, je la transpose à la rééducation. Donc je sais moi-même ce qui peut faire mal à quelqu'un, et si quelque chose fait mal, je sais où ça fait mal. Donc je dis, je suis capable de motiver aussi bien les marathoniens à courir que les autres sportifs. Petit à petit, je pense, petit à petit, ma première moto, c'était une Motorinka. Je repense souvent à cette époque et je me souviens que c'est mon frère qui a eu la première Motorinka. Et je lui enviais tellement, je voulais en avoir une aussi, avec un réservoir carré. On pouvait y mettre 4,5 litres d'essence, je me souviens. La mienne faisait 5,5 parce que j'avais déjà le réservoir ovale. Mais je me souviens, c'est ma mère qui m'a acheté cette Motorinka et elle m'a dit « Mon fils, tu voulais tellement en avoir une comme ton frère, alors la voilà ». J'étais tellement content, mais il y a une chose qui m'est restée en tête. Lui, il en avait une rouge et moi j'aime la couleur bordeaux, alors que la mienne était orange. Du coup, j'ai tout de suite voulu la repeindre, mais je roulais quand même partout et c'était super. Je me souviens de mon premier accident en Motorinka. Je roulais assis sur le réservoir, je transportais un copain sur le siège et je traversais une petite flaque d'eau quand soudain, le guidon a tourné brusquement parce que c'était un tout petit guidon et à cause de moi, il est tombé moi aussi sur le côté. Sur lui et son doigt, je me souviens, il ne s'est rien passé de grave, vraiment, mais on était jeunes, alors son doigt était tordu dans l'autre sens et il a commencé à enfler. Je lui disais non, t'inquiète mec, ça ira. Il disait ça a un peu enflé et le lendemain c'était une vraie bombe. Moi comme un escargot, mais c'était génial. Oui, c'était ma première moto. Plus tard, quelque part, mon beau-père en assemblait. Des WFM, des 2S, donc moi aussi j'ai essayé ça, parce que je me souviens, un jour on a monté un Comar nous-mêmes. Et c'était un Comar qui, bien sûr, n'était pas aussi beau, assorti dans les couleurs, c'est-à-dire qu'il y avait une fourche bleu marine, l'autre jaune. Les petits rétroviseurs étaient déjà rouges, par exemple. C'était un vrai mélange de couleurs, tu vois. Mais je me souviens d'une situation où il y avait des vitesses manuelles. Je l'ai démarré, je suis monté dessus, je suis parti dans une direction. Ma mère et mon beau-père sont restés là, me regardant partir. Et la moto s'est arrêtée. Je me suis retourné, un camion arrivait, il est passé. Je me suis dit, je vais pousser la moto jusqu'à la maison. Comme je ne contrôlais pas encore bien, j'ai mis la deuxième vitesse et j'ai embrayé. J'ai appuyé. Et donc je poussais cette moto, je poussais. Et mon père dit quelque chose comme, monte dessus, si tu pousses, alors... Et soudain, j'ai relâché l'embrayage et la moto a démarré. Évidemment, quand elle m'a tiré, j'ai accéléré et je suis parti. Et ils courent derrière la moto et moi je roule droit sur eux, vraiment, je roule droit sur eux. Ma mère s'est arrêtée devant la voiture parce qu'il y avait une voiture derrière elle et voilà. Je ne savais pas où j'allais percuter, tu vois. Et moi devant elle, tout petit, j'ai jeté la moto dans le fossé et je suis resté là, j'ai fondu en larmes. J'ai dit, je ne remonte plus jamais sur cette moto. C'est là que ça s'est terminé, mais je me souviens que la roue tournait dans tous les sens, tu vois. C'était notre moto pliable, donc c'était un vrai plaisir de pouvoir rouler, tu comprends? Mais je me souviens qu'à ce moment-là, j'apprenais même à passer les vitesses, tu vois, parce qu'on n'est pas habitué, hein. Et puis après, ma mère m'a acheté un scooter, une Honda.
Je me souviens, je suis littéralement sorti de chez le gars et il était noyé, moi il était percé, flotteur dans le carburateur. Je l'ai rempli parce que j'aime le remplir jusqu'en haut, n'est-ce pas? Je le branche, je regarde et il y a une fuite de gaz en dessous et je dis, eh bien, vous avez acheté l'équipement. Premier échec, mais plus tard, nous avons remplacé le flotteur dans le carburateur et c'était vraiment bien. Moto, c'était mon scooter. Ensuite, j'ai aussi eu un scooter Peugeot, alors je me suis fait... J'avais un grand coffre et dans ce coffre, j'ai installé 2 haut-parleurs, une radio, je roulais dans le village et c'était... Franchement, il y avait tellement de bruit qu'on lançait la fête là-bas. Et puis après, j'ai eu une RS en avril, une 50cc. Donc je roulais à la campagne, c'était sympa, tout allait bien, tous les virages étaient à moi, je roulais avec une copine et je sortais d'un virage, tu vois. Et je me suis retrouvé accroché à un arbre, mais bon, c'était marrant, non? C'était sympa. Je connaissais tous les virages, je savais à quoi tout ressemblait, mais il faisait sombre, il y avait un petit caillou et je n'ai pas pu freiner à temps. Je trouve que ces aventures étaient chouettes, j'ai beaucoup appris en conduisant chaque moto, l'une après l'autre. Et puis après, je me suis acheté une Kawa, une 800. Je suis tombé amoureux, je crois, dès le début, quand je suis parti avec elle de Poznań, après que le gars m'ait emmené faire un tour. J'étais assis à l'arrière, je lui disais « Monsieur, plus doucement, sinon je ne vais pas tenir ». Et lui, il faisait glisser l'arrière, il accélérait d'un coup, il appuyait sur les gaz. J'étais vraiment... Quand je suis parti du salon chez lui, avec cette moto pour rentrer à la maison, après, je roulais à 50 à l'heure. Je me suis dit qu'il fallait que je m'habitue à ça parce que si je tournais la poignée trop fort, on m'avait dit de ne pas trop appuyer, sinon j'allais tomber. Mais je me souviens que d'une façon ou d'une autre, j'y suis arrivé. Je roulais tranquillement, j'ai continué comme ça. Tout content d'avoir mis 4 heures pour rentrer de Poznań à la maison, tu vois. Mais bon, je suis arrivé, c'est le plus important, je suis arrivé, non? Et donc, petit à petit, comme ça, quelque part. Pour l'instant, je suis attaché à la Kawa, on verra bien ce que l'avenir me réserve, non? C'est-à-dire, oui, comme... J'ai justement écrit aussi dans une interview que quand j'étais encore un petit enfant qui ne conduisait évidemment pas de moto parce que tout le monde me l'interdisait, parce que c'était dangereux, je me souviens que quand j'allais faire les courses avec ma grand-mère ou mon grand-père, je disais toujours « Mamie, est-ce qu'on pourrait acheter Autoschwiat ou Schwiat Motocykli ?» Et mon grand-père sortait toujours un billet de 10 ou 15 de sa poche et disait « Tiens, mon petit, vas-y, va t'en acheter un ». Je ne dis pas que je lisais chaque mois, mais dès que j'en avais l'occasion, je prenais toujours quelque chose. Je n'achetais pas encore Playboy ou CKM à l'époque. Mais ici, le monde des voitures de sport ou des motos de sport m'a toujours fasciné. Tout comme les femmes. C'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire que la principale intention avec laquelle je suis venu, c'était la mienne. Je voulais aussi remercier pour Top Model. Je voulais remercier pour beaucoup de choses différentes, pour les gens que j'ai rencontrés quelque part. J'avais mon intention en tête et à tout cela se sont joints justement mes fans qui ont alors créé un tel flot de messages, une sorte de réseau virtuel. J'étais vraiment sous le choc que cela prenne une telle ampleur. Je me souviens là-bas, 5 millions. Je pense qu'à ce moment-là, j'avais des gens autour de moi qui venaient sur mon profil, m'envoyaient tellement de messages que quand j'arrivais sur place, je me souviens que je m'asseyais toujours ou que je m'allongeais quelque part sur mon tapis de sol et je lisais ces messages. Je n'étais même pas capable d'en lire, même pas la moitié en une seule journée. Et je me souviens que le premier jour, je ne me rappelle plus si j'étais à East Beach ou si c'était le premier jour, une dame d'un journal de Włocławek m'a tout de suite appelé parce que quelqu'un m'avait vu, quelqu'un m'avait pris en photo et elle voulait savoir si c'était bien moi et si elle pouvait faire une interview. J'ai dit que éventuellement, après mon retour, mais pas maintenant, pas par téléphone. Je suis toujours en contact avec cette dame à ce jour, une personne vraiment sympa qui m'a appelé à l'époque. Nous avons fait l'interview pendant ce pèlerinage où je suis allé, je me suis assis quelque part et nous avons discuté. Donc j'ai marché pendant 13 jours. C'était mon 3e pèlerinage. J'essaye toujours de... Je n'aime pas seulement marcher.
Bien sûr, il faut marcher, mais je n'aime pas juste marcher, je préfère encore faire quelque chose de plus. Et je me souviens que lors du premier pèlerinage auquel j'ai participé, il y avait plus de 400 personnes. À l'époque, c'était une période où ces pèlerinages étaient vraiment grands. Et à ce moment-là, ce n'était pas que chacun avait un hébergement, c'était soit l'école, soit une tente, quelque chose comme ça. Maintenant, c'est déjà différent. Beaucoup plus de personnes dorment chez l'habitant, les gens sont plus enclins à accueillir, ils sont capables de t'offrir au moins de l'eau et un sandwich. Et je me souviens de la première fois, j'y suis allé et j'ai pris des haut-parleurs quelque part, ou des caisses. Je les traînais avec moi parce que je n'aimais pas simplement marcher, je préférais m'impliquer quelque part et aider encore quelqu'un. Et puis là, pour le deuxième pèlerinage, j'ai emmené ma sœur pour qu'elle vienne avec moi. Elle aussi était super contente, mais cette fois-là, je me suis séparé d'elle et j'ai marché en tant que service d'ordre, c'est-à-dire que je tenais un câble et de l'autre côté, je disais qu'il fallait descendre quelque part parce qu'un camion arrivait. Et déjà, lors du troisième pèlerinage, je voulais faire partie du service de la route, donc je dirigeais aussi la circulation et j'ai également suivi une formation au début, tout ça, parce qu'on est quand même responsable d'un groupe. Mais j'étais content parce que, évidemment, il y a des gens qui participent avec 20 ans d'expérience, tu vois, lors du pèlerinage où justement le service de la route doit assumer l'entière responsabilité. Et là, j'étais content que le prêtre chez qui j'ai passé les tests m'ait fait confiance. Et il a dit, bon, un jeune gars, mais sympa, ambitieux, et il s'y connaît, alors bienvenue dans l'équipe, non? Donc ça, c'était chouette aussi. C'est sûr qu'à ce moment-là, on avance un peu seul, isolé du reste du groupe, parce qu'on marche soit devant, soit derrière. À l'arrière, on entend un peu, parce que c'est normal, avec le vent, et à l'avant, mais ce n'était pas toujours avec le vent. Parfois, c'était face au vent, tu vois. Mais pour en revenir au sujet, quand je suis enfin arrivé à Częstochowa, je me souviens d'un soulagement, un peu comme si un poids s'enlevait de ma tête. Bien sûr, les messages ne s'arrêtaient pas là. Je pense qu'il m'a fallu un bon mois après le pèlerinage pour enfin lire toutes les intentions jusqu'au bout. J'ai essayé de répondre à chacun. Et à Częstochowa, j'ai essayé de prier pour les personnes qui m'avaient écrit. Parce que je n'étais pas capable de tout lire, j'avais besoin de parler, pas de rester là, quelque part, virtuellement. Donc même au cœur du pèlerinage, je ne passais pas autant de temps sur Instagram, j'étais ailleurs dans mes pensées, tu vois. Mais bon, c'était une aventure intéressante. Je me demande cette année si je n'irai pas. J'avais prévu d'y aller il y a 2 ans, mais je n'ai pas eu le temps, parce qu'à ce moment-là, je créais aussi l'île. Donc j'avais peur que si je partais, tout ici s'effondrerait. Et là, c'était spontané. Un coup de fil à ma mère quelque part, je pars en pèlerinage. Où ça? En pèlerinage. Quand est-ce que tu pars? Dans 2 jours. D'accord, salut. Et voilà, c'était ce genre de conversation. Donc chez moi, beaucoup de choses se font sur un coup de tête, mais je pense que la spontanéité est bien meilleure que les choses planifiées. Oui, Lille, mon entreprise à Toruń. Oh là là, les débuts, mon Dieu. On me disait, moi je ne disais pas tout de suite que j'allais devenir un grand homme d'affaires. Je voulais juste avoir un revenu passif, mon propre salaire, qui tomberait tout le temps, peu importe ce que je ferais. Mais ici, il y aurait quelque chose de stable. Je me souviens, en octobre, j'ai ouvert l'île et en novembre, je me suis dit, je ferme tout, non? J'y ai vraiment investi énormément d'argent. Et je me suis dit, je ferme, parce que ça n'a aucun sens. Je suis parti de zéro, rien du tout. 0 client, 0 patient, une région totalement différente. Avant, quand j'allais faire des massages chez les gens, c'était dans mon village avec ma table, donc c'était des personnes complètement différentes, pas de Toruń. Pourquoi ai-je besoin de mon café? Je pense tout d'abord que c'est ma grande passion. Deuxièmement, je n'aime pas rester coincé dans les embouteillages. C'est une chose qui m'a poursuivi toute ma vie, je trouve. Donc clairement, les embouteillages, c'est la première raison d'avoir une moto. Et ça dépend, parce que parfois je vais au travail à moto, parfois j'aime juste rouler pour le plaisir. Quand je suis à Varsovie, je ne sais pas, parfois il y a jusqu'à 200 motos ou 50 motos, mais c'est sympa, on sait s'y retrouver, on sait rouler ensemble dans Varsovie. Il n'y a pas beaucoup de petits accrochages, parfois on a des ambulances qui roulent aussi avec nous. C'est une chouette escorte, non?
On organise souvent des sorties planifiées, donc c'est aussi sympa que les motos rassemblent les gens. Et c'est quelque chose auquel j'ai parfois réfléchi. Et il y a des gens qui fument des cigarettes et il y a des gens qui font de la moto. En fumant une cigarette, je rencontre une autre personne. Je roule à moto, je m'arrête et là aussi je fais la connaissance de plein de gens. Et c'est aussi sympa de pouvoir voir les choses de cette façon.